Aujourd'hui, c'est vendredi, comme de coutume, nous invitons un journaliste sportif pour nous parler de l'actualité sportive. Bien sûr, nous allons parler du Togo Qatar 2022, le trophée authentique exposé à Lomé au Togo. Football toujours éliminatoire, Coupe du Monde. Le Togo battu d'entrée par le Sénégal. Football éliminatoire, Coupe du Monde. Le Bénin surprend Madagascar. L'Algérie pulvérise Djibouti 8-0. Et puis on termine par Ronaldo qui récupère le numéro 7 en Manchester United. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Michel Glory Samuel Takpa, bonjour à nos chers amis. Vous allez bien? Je me porte bien. Alors on a vu à Lomé au Togo le trophée de la Coupe du Monde, le célébrissime trophée de la Coupe du Monde qui a été exposé dans votre pays. Vous l'avez vu? Bien évidemment, j'étais l'un des rares privilégiés à pouvoir vivre ce moment de joie inouï. C'était quand même inédit et il faut préciser que c'était dans le cadre justement de la présentation de ce trophée-là, et événement organisé par notre chaîne de télévision, Niwa TV, et qui, par enchantement, a pu quand même véritablement gagner l'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais également des autres compétitions de la FIFA jusqu'à 2023, notamment la Coupe du Monde U20, la Coupe du Monde U17 et la Coupe du Monde féminine. C'était quand même un événement glorieux, riche, auquel on a assisté dans la salle Fazao de l'hôtel de février le 1er septembre dernier, une soirée féerique, riche en couleurs et en musique, où on avait tout un parterre de personnalités, et notamment le ministre des Sports togolais, Madame Lydie Bessi Kama, le ministre de la Communication, professeur Akoda Iwadan, bien évidemment, ceux qui ont pu plus tirer l'attention des hôtes qui étaient présents. Bien évidemment, ce sont cette myriade-là de grandes légendes françaises, des anciens champions du monde notamment, Marcel Desailly, Emmanuel Petit, d'autres joueurs, notamment Ludovic Duly, l'ancien joueur de Monaco, du FC Barcelone. Nous avons également eu la présence de Basile Boli, le mythique buteur de l'Olympique de Marseille, le soir de 26 mai 1993, buteur face au Milan AC pour cette victoire-là, emblématique, mythique de l'OM en finale de Champions League. Et donc, voilà un peu... Il y a aussi Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, ballon d'or 91, exceptionnel. Un attaquant, quel buteur, patenté, ancien joueur de Marseille, de Milan AC, un joueur qui avait une conduite de balle assez exceptionnelle, assez imprévisible, avec une certaine fulgurance également, et surtout, le tout agrémenté par une certaine efficacité dans les derniers mètres offensifs. Donc il y avait quand même ces grandes personnalités du football, et bien évidemment notre légende nationale Emmanuel Adebayor, meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, celui-là même qui a contribué ardemment à la qualification du Togo à sa première Coupe du Monde en 2006. Le symbole, il était fort, il fallait une marque nationale telle Emmanuel Adebayor et d'autres grandes figures du football mondial pour pouvoir donner cette particularité-là, cette célébrité à cette grande soirée qui a eu lieu. Félicitations à la chaîne de télévision Niwa TV qui a su organiser avec maestria cet événement. C'était quand même intéressant de voir en face de soi ce trophée mythique qui a été créé par la FIFA en 1970, attribué à l'Allemagne vainqueur de la Coupe du Monde 74. C'est Franz Beckenbauer qui l'a soulevé, un trophée qui est constitué en or massif de 75%. C'était quand même un moment idyllique pour moi personnellement de pouvoir vivre véritablement cet événement. L'impact de cette cérémonie, l'impact de cette soirée et l'impact surtout de cette venue de ces stars françaises, quel impact ça peut avoir non seulement sur le football togolais mais également sur la chaîne de Niwa TV? Clairement, aujourd'hui, c'est une marque de reconnaissance du travail que Niwa TV abat depuis des lustres pour pouvoir valoriser
le football, c'est quand même une fierté togolaise que aujourd'hui toute l'Afrique subsaharienne, le monde médiatique de l'Afrique subsaharienne puisse capter le signal depuis Lomé grâce à Niwa TV qui est devenu, par enchantement, le pôle même de la distribution des droits de retransmission des compétitions de la FIFA. Donc ça c'est un aspect, une marque de reconnaissance pour Niwa TV. Il y a également un aspect qu'il ne faut pas occulter, c'est quand même cet appel-là que doit susciter cet événement au sein même des acteurs du football togolais. Aujourd'hui, le Togo est sur toutes les lèvres, bien évidemment, parce que l'événement a eu lieu à Lomé. Les anciennes légendes du football mondial étaient là. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de projection sur notre pays, le Togo. Et donc, cela devrait interpeller, comme le disait justement Madame le ministre des Sports à l'issue de cet événement, comme elle le disait face à la presse, cet événement devrait interpeller, bien évidemment, tous les acteurs à pouvoir apporter leur contribution pour que notre football puisse se relever, pour que notre football puisse retrouver ses lustres d'antan, son passé glorieux. Alors, par le biais de New World TV, comme vous l'aviez dit d'entrée, c'est tout le monde qui peut suivre la Coupe du Monde à venir au Qatar. Je le disais, c'est quand même un événement inédit. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire médiatique de l'Afrique subsaharienne qu'une chaîne de télévision, un groupe de médias qui réside dans l'un de ces pays de l'Afrique subsaharienne-là, puisse acquérir ces droits de retransmission. C'est quand même un acquis indéniable aujourd'hui. Les faits sont là et ces faits-là sont irréfutables. C'est une grande prouesse réalisée par le groupe média Niwa TV. Et je le disais tantôt, c'est une fierté togolaise. Ce qui voudrait dire implicitement que toutes les chaînes de télévision qui se situent dans la sphère géographique de l'Afrique subsaharienne vont devoir négocier avec Niwa TV pour pouvoir véritablement faire vivre à leurs différents téléspectateurs ces matchs-là de la plus prestigieuse compétition mondiale. Donc, je pense que c'est un fait historique. Au Togo, on n'a pas souvent tendance à valoriser nos acquis. Je pense qu'aujourd'hui, à travers cet événement, il faut qu'on puisse visiblement travailler en amont d'arrache-pied pour que véritablement cet événement soit une réussite totale. Notamment, je parle tantôt de la Coupe du Monde Qatar 2022 et ce serait visiblement un très grand honneur pour le Togo de se qualifier, pourquoi pas, pour cette messe mondiale du football, pour agrémenter un peu cet acquis que Niwada a déjà. Votre pays était donc très content, mais sur le terrain, c'était une autre réalité. Au Sénégal, les Togolais ont été tout simplement battus 2-0. C'était pas une surprise quand on voit le poids quand même du Sénégal actuellement. C'était pas une surprise, absolument. Même si, à quelques exceptions près, je pense que on pouvait s'attendre à mieux par rapport à cette formation togolaise, mais il faut quand même préciser, comme tu le disais tantôt, le Sénégal, 21e nation au classement FIFA, première nation africaine au classement FIFA, vice-champion d'Afrique en titre. Le Sénégal a toute une constellation de bons joueurs, une équipe en place depuis quasiment plus de 5 ans, un sélectionneur qui connaît son équipe, Aliou Cissé, des joueurs qui évoluent dans de très grands clubs, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Abdou Diallo, Edouard Mendy, pour ne citer que ceux-là. Le Sénégal qui avait son bloc collectif en place, alors que le Togo revient de très loin. Le Togo qui aujourd'hui végète dans les méandres du classement FIFA. Le Togo qui a perdu un peu sa place dans le landerneau footballistique africain. Le Togo qui sort d'une double élimination pour la Coupe d'Afrique des Nations avec un nouveau sélectionneur qui est là il n'y a pas longtemps. Donc vous convenez avec moi que les dés, visiblement, étaient un peu pipés d'avance avant cette rencontre, même si on pouvait s'attendre visiblement à un sursaut patriotique, à cette
capacité pour nos joueurs de se décupler, de se transcender avec un nouveau sélectionneur qui est là. On s'attendait à un électrochoc. Ils ont su tenir la dragée haute pendant les 45 premières minutes, mais derrière, les Sénégalais ont su faire leur mue. Ils ont su... Justement, qu'est-ce qui n'a pas marché, surtout en deuxième partie? Parce qu'en première partie, comme vous l'aviez dit, les 45 premières minutes, visiblement, les Togolais étaient contents. Ils pensaient que lors de la seconde période, les joueurs togolais allaient faire encore ainsi. Et donc, à un moment donné, tout le monde espérait un match nul. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, Paulo Duarte a commencé à aligner une équipe en un 5-4-1. Il avait joué la carte de la prudence avec ces trois défenseurs centraux, Amatutui Kanivi, Djen Dakonan Ortega, Agbozo Klousset, qui ont su bien se comporter en première partie avec beaucoup de coordination, de synchronisation dans les déplacements. Les travaux de compensation se faisaient, il y avait de la couverture, mais derrière, à force de pouvoir subir les vagues incessantes de cette majestueuse équipe sénégalaise, de cette ligne offensive qui fait rêver Sadio Mané, Ismaïl Assar, le joueur de Watford convoité par Tottenham. Vous avez également Boulaye Dia, le nouveau transfuge de Villarreal. Ces trois joueurs-là ont su quand même rehausser leur niveau de jeu en deuxième période. Ils ont su répéter les efforts. Et quand vous faites face à ces gens de joueurs qui ont cette qualité individuelle au-dessus de la moyenne, qui sont capables de perforer, de pénétrer, de s'incruster dans votre ligne défensive pour créer du désordre, vous ne pouvez que prendre un but, et c'est ce à quoi on a assisté avec cette réalisation-là de Sadio Mané. Vous l'avez vu, c'était parti d'un exploit individuel. Il a créé le tournis dans la défense togolaise avec un 1-2, une bonne combinaison, jeu au sol avec un certain Boulaye Dia, et derrière, il ne s'est pas fait prier pour pouvoir scorer. Donc, pour résumer, je pense que les Togolais ont tellement subi le match que c'était quand même impossible de pouvoir s'en sortir face à cette escouade talentueuse sénégalaise qui était déterminée à faire la différence sur le pelouse du stade La Dior de Thiès. À ce niveau-là, visiblement, le Togo ne pouvait pas s'en sortir. Maintenant, il y a des leçons à retenir, à tirer. On n'a pas vu une équipe togolaise sur le plan offensif rayonnante. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité, car Mapa, j'étais en train d'utiliser une métaphore, bien évidemment. Elle n'a pas hésité, l'équipe togolaise, et ça s'explique. Ça s'explique parce que quand vous subissez, quand vous subissez les vagues incessantes des adversaires, vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour remonter les ballons. Vous l'avez vu, Enifoul, Henri Thier et le nouveau venu, Roger Aholou, ont eu du mal à récupérer les ballons dans le jeu, à remonter les ballons. Et derrière, nos attaquants étaient esselés, étaient sevrés de ballons, notamment Fodo Laba, qui n'a quasiment pas hésité face au colosse Khalidou Koulibaly, qui l'a muselé, qui l'a mis sous éteignoir. Et donc derrière, le Togo était privé de ses armes nécessaires pour pouvoir faire la différence. On revoit encore une fois cette réalisation magistrale de Sadio Mané. Et derrière, le deuxième but d'Abdou Diallo. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir tirer les leçons nécessaires. On a joué la carte de la prudence face au Sénégal. Le Togo vient d'entamer mal cette campagne, mais tout n'est pas encore perdu. Pas du tout. Il y a une haute bataille le 5 septembre prochain. Le dimanche prochain. Face à la Namibie. Ici, la Namibie a fait un match nul, un but partout, à Windhoek, avec le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le Togo doit pouvoir battre la Namibie, visiblement mettre beaucoup d'intensité dans le jeu le dimanche, être discipliné tactiquement, être généreux dans le fort, être visiblement très créatif et très ingénieux sur le plan offensif, être surtout efficace et chirurgical. C'est là où j'en appelle également, encore une fois, à la responsabilité de nos joueurs qui doivent se transcender pour faire plaisir à ce peuple togolais-là qui, visiblement, attend des victoires, qui attend une nouvelle épopée. On se souvient de 2006, on veut rêver à nouveau. Faites-nous rêver les éperviers. Toute la nation est derrière eux, en particulier le chef de l'État, qui n'hésite pas à mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir véritablement les motiver. La ministre des Sports également, joue également sa carte. Le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi-Akpovi-Gbezondé, également est derrière sa troupe pour pouvoir la rameuter. Je pense que l'heure
elle est arrivée pour pouvoir enclencher une nouvelle dynamique. Il faut finir avec cette spirale négative et ça passera forcément par un bon résultat, une victoire intéressante face à la Namibie le 5 septembre prochain au stade de Kégué. Le public sportif togolais donc espère renaître à partir de cette victoire à venir face à la Namibie. C'est ce que vous essayez de dire, Henri Akodo. On va parler également d'autres nations au même moment. Le Bénin est parti damer les pions à cette formation de Madagascar, 1-0 en Antananarivo. Exactement, dans un stade flambant neuf, rénové, où il y avait le président Ange Rajolina qui était là pour innover ce stade. À côté de lui, il y avait la légende, le célébrissime Samuel Eto'o, mais les barrières n'ont pas su faire plaisir à leurs supporters qui étaient arrivés en grand nombre pour pouvoir les pousser à la victoire. Les partenaires de Fontaine et de Paulin n'ont pas été assez efficaces dans le jeu. En face, c'était quand même un adversaire qui en voulait à mort. Ouais. Les Écureuils du Bénin, une équipe complètement transfigurée, une équipe complètement déterminée. On a senti que la non-qualification pour la CAN 2021 a laissé les Béninois, a donné un goût d'inachevé aux Béninois, et il y avait cette appétence-là, dès l'entame de la partie, avec cette équipe qu'a aligné Michel Dussuyer, ce 4-3-3. Moi, j'avais senti cette équipe faire mal aux barrières. C'est ce qui est arrivé. Michel Dussuyer, il a su tirer les leçons des précédents échecs. Il a mis en place une équipe de 4-3-3 avec de nouveaux joueurs qui ont été injectés dans le groupe. Matteo Arlivi a joué titulaire dans cette rencontre. Le nouveau Dijonais. Dans ce milieu de terrain, ce trident composé de Jordan Adeoti, le vieux de la vieille, Rodrigue Kossi-Fiagbé et Matteo Arlivi a fait tellement de mal aux barrières. Sur les flancs, Sebio Soukou a crédité, a éclaboussé de tout son talent son match. Ce match-là, Désiré Ségbé Azanko a démarré ce match. En pointe, c'était l'attaquant, le Bressois, le Breton, Sivounier, qui a fait la différence justement en première partie. Les Béninois pouvaient encore marquer 2-3 buts. On n'aurait pas crié au scandale, mais c'est de bon augure. La nation, chère au président Patrice Talon, vient d'entamer de fort belle manière cette campagne. Et je ne serai pas surpris le lundi prochain, lors de la deuxième journée, face à la République démocratique du Congo, les Léopards, au stade général Mathieu Kéokou de Kouonou, les Béninois feront tout pour pouvoir engranger les 3 points et se positionner visiblement pour prendre le seul ticket qualificatif pour les playoffs. Aujourd'hui, dans cette poule, le classement, il est ceci: le Bénin, premier avec 3 points, le suivi de la RDC qui a fait un match nul avec la Tanzanie, 1 but partout. Les Taifa Stars sont en 3e position, la Tanzanie avec 1 point également, et c'est Madagascar qui ferme la manche. Je pense que le Bénin peut rêver, pourquoi pas se qualifier pour sa première Coupe du Monde de l'histoire. On va parler également d'une rencontre. Elle est à oublier par Djibouti, qui a été tout simplement laminé par l'Algérie, championne d'Afrique. Humiliation, ils ont été englués, submergés, étouffés par cette belle équipe algérienne qui continue sur cette série exceptionnelle, infernale. Ils ont mis du rythme dans ce stade Mohamed Chaker de Blida. Hier, c'est Fennec algérien dirigé par Djamel Belmadi qui a fait confiance à ces hommes à ces hommes de mai, bien évidemment, notamment Islam Slimani qui a marqué un quadruplé. Islam Slimani qui devient par là le commun buteur de l'histoire de la sélection des Fennec, avec un certain Abdelhafik Tafaouk, avec 36 buts aujourd'hui. Le Lyonnais est en pole position pour pouvoir battre ce record-là. Bagdad Bounedja a marqué, Riyad Mahrez a marqué, une équipe flegmatique, impitoyable, qui a mis du rythme, qui a tout simplement égorgé les Djiboutiens qui n'ont pas existé, parce que quand vous faites face à cette équipe qui met du rythme, qui met de l'intensité, qui met de l'agressivité, et qui de surcroît est encore efficace dans les 7 offensives, vous ne pouvez que prendre 8 buts. La série d'invincibilité continue pour les Fennec. C'est quand même historique. Il faut insister là-dessus. Ça fait 31 matchs sans défaite pour les hommes de Djamel Belmadi.
la série avait commencé ici au stade de Kéyé, au stade municipal de Lomé, bien évidemment en 2019. Et aujourd'hui, ce record-là est établi à 31 matchs sans défaite. On multiplie par 2. Multiplie par, bien évidemment. Le record précédent, en ce sens, était détenu par la Côte d'Ivoire. C'était de 26. Aujourd'hui, les Algériens l'établissent à 31. Je pense que cette équipe n'a pas encore fini de nous surprendre. De l'Afrique, on prend le vol ou bien le billet pour l'Europe. On va parler de Manchester United et de Cristiano Ronaldo. Et finalement, on laisse le maillot, le numéro 7 à Cristiano Ronaldo. Bien joué de la part de Edison Cavani. Geste d'humilité exceptionnel. Edison Cavani, il faut le tirer fier son d'elle, parce que c'était pas évident. C'est pas n'importe qui aussi. Hein. Bien évidemment, c'est pas n'importe qui, mais il a fait un dépassement de soi. Il a pris de la hauteur et il a laissé complètement cette affaire-là. En tout cas, Cristiano Ronaldo, qui pourrait résister aux Lusitaniens. C'est comme du vin, il se bonifie. La preuve, 111e et 112e but lors de la dernière rencontre face à l'Irlande, qualification mondiale zone Europe. Il devient aujourd'hui le meilleur buteur en sélection dans toute l'histoire du football. Il dépasse le record de Ali Day. Cristiano Ronaldo qui revient à Manchester après quasiment 12 ans, après son départ. Entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo avait tenu en haleine toute la planète footballistique avec cette équipe mancunienne. 118 buts en 229 matchs, c'est quand même fort. Une Champions League de remportée en 2008, une finale de perdue. 6 trophées en tout, 3 premières ligues. Les chiffres sont quand même ahurissants pour que Edison Cavani réchigne à pouvoir lui laisser ce numéro fétiche qui a été déjà porté par des grandes stars, Beckham, par exemple. des étoiles. Beckham, David, George Best, Eric Cantona, le français, vraiment. le sulfureux français, l'homme au caractère trempé. Donc, c'est dire que ce dossard mythique devait revenir à Cristiano Ronaldo et la direction mancunienne qui a communiqué cette décision a bien fait de pouvoir lui rendre ce dossard mythique. C'est le talisman de Cristiano Ronaldo. Partout où il est passé, il n'a fait que porter ce numéro. Et on verrait d'un mauvais œil si il arrivait à Manchester après 12 ans et qu'on lui refusait ce numéro. Aujourd'hui, l'attente, en tout cas, les yeux seront rivés sur le théâtre des rêves. Le 11 septembre prochain, lors de la 4e journée de la Première Ligue, Manchester United reçoit à Nîmes, bien évidemment. Et il va cristalliser toutes les attentions. Visiblement, on attend. Cristiano Ronaldo, c'est un monstre. Quintuple ballon d'or. Il se bonifie, c'est comme du vin. Il fait des choses subversives. Je ne voulais pas paraître comme un fanatique de Cristiano Ronaldo, mais ce sont les faits qui parlent. Messi est un joueur exceptionnel, monstrueux, de même que Cristiano Ronaldo, qu'il est également. Écoutez, quelqu'un dira, maillot c'est maillot, numéro c'est numéro. Vous avez parlé de ces légendes qui ont eu déjà apporté le numéro 7 à Manchester United. Finalement, quelle est l'importance de ce numéro dans ce club identitaire? Le poids de l'histoire. On a parlé de David Beckham. Il n'est pas n'importe qui. David Beckham, c'est ce gamin-là découvert par Sir Alex Ferguson, qui a commencé au centre de formation de Manchester United, qui, de par ses coups francs sublimes et délicieux, a supporté à un moment donné de l'histoire cette formation de Manchester United. Avant lui, il y avait George Best, ex-international anglais, attaquant magistral, qui faisait des choses exceptionnelles, capable de pouvoir dribbler 3-4 adversaires avant d'aller marquer. Eric Cantona, nonobstant ses agissements ses encartades, ses agissements qui ne sont pas recommandés, il a été un joueur exceptionnel sur la pelouse, il a porté ce numéro. Et donc le poids de l'histoire fait en telle sorte qu'il faut attribuer ce dossard-là à un joueur qui est capable d'évacuer justement cette pression, qui ne doit pas se laisser inhiber, tétaniser, dominé par la pression. Et Cristiano Ronaldo est l'être parfait aujourd'hui pour pouvoir endosser ce dossard, parce qu'il va essayer encore une fois de porter cette formation mancunienne. Nonobstant son âge, 36 ans, il dit qu'il se sent encore très jeune, qu'il a des muscles
d'un gamin de 22 ans. On attend de voir. Je sais que vous êtes à l'aise dans cet exercice, mon cher Henri Akodo. Manchester United, le plan tactique, la stratégie, lorsque on a surtout Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et d'autres joueurs devant, je n'oublie pas le milieu de terrain, Paul Pogba et encore d'autres joueurs. Comment sera Manchester United cette saison? Gareth Southgate a clairement un problème de riche. C'est quand même un effectif très garni sur ce plan offensif. Tu as parlé de Edinson Cavani, de Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, il ne faut pas l'occulter, Bruno Fernandes, sans oublier Anthony Martial. Ils sont nombreux ces joueurs qui peuvent prétendre à une place de titulaire dans cette équipe. Aujourd'hui, l'équation pour Ole Gunnar Solskjaer, c'est d'arriver à pouvoir trouver l'équilibre nécessaire. Comment faire pour ne pas visiblement fissurer, lézarder, déséquilibrer son équipe? C'est la grosse interrogation, c'est l'équation à laquelle il devra répondre. Je pense aujourd'hui que le dispositif dans lequel il joue, pour l'instant, le 4-3-3 lui sied très bien avec cette sécurité défensive qu'apporte le duo Fred et Paul Pogba. Et devant, il pourra mettre Bruno Fernandes en électron libre, qui est capable, de par cette déviation, sa capacité à orienter le jeu, de pouvoir visiblement faire mal à l'adversaire. Et sur les côtés, mettre un joueur comme Mason Greenwood, qui est très en forme. J'avais oublié également la recrue de l'été, Jadon Sancho, bien évidemment, sur le plan offensif, en provenance de Dortmund, et devant Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Une équipe, ce n'est pas une addition de grandes stars, de bons joueurs, mais c'est d'arriver à pouvoir créer cette synergie, cette communion, trouver la carburation nécessaire pour que ces joueurs-là puissent jouer entre eux, puissent jouer ensemble, puissent être complémentaires. Il ne faut pas faire les mêmes déplacements, il faut se déplacer les uns par rapport aux autres, il ne faut pas faire les mêmes appels, il ne faut pas être statique, il faut combiner pour pouvoir aller faire mal à l'adversaire. Je pense que ces joueurs sont dotés d'une intelligence assez remarquable pour pouvoir y arriver, pour en finir rapidement. Sur le plan défensif, vous m'avez tendu la perce, Raphaël Varane, il va venir stabiliser cette défense mancunienne. Je pense que Ole Gunnar Solskjaer n'aura plus d'excuses maintenant. Le board, la direction de Manchester United lui a fixé un cap, c'est d'arriver à aller gagner un titre cette saison, la Première Ligue, la Champions League, pourquoi pas, même si ce serait très compliqué. Je pense qu'il a le matériel, il a tout, le matos nécessaire pour aller réaliser, atteindre cet objectif escompté. Henri Akodo, j'ai envie de dire l'impétrant Henri Akodo, merci beaucoup à vous, mon frère. Allez, on va marquer donc la pause, le journal, et on revient avec nos chers amis pour Regard Croisé.